Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate TTSO IFRI qui décrypte l'actualité politique américaine toutes les semaines. Je suis Laurence Nardon et je vous accueille aujourd'hui sans Romain Dessalles parce que nous recevons Laurie Kenton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un américaniste réputé. D'ailleurs, on se retrouve souvent sur les plateaux de télé ou de radio tous les deux. Vous êtes maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin où vous dirigez le département des langues. Vous êtes historien devenu politiste, spécialiste notamment du rêve américain. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour parler de politique américaine et de l'actualité assez chargée ces temps-ci, mais on vous accueille aussi et peut-être surtout pour votre autre spécialité, le rock. Le rock américain et le rock transatlantique même. Et on va parler de la route 66, il me semble. Absolument. On vous doit déjà un livre sur les musiques des 50 États américains. C'était Rock and Road Trip. Les États-Unis en 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming. C'est sorti quand, ça ? C'est sorti il y a 2 ans, en septembre 2023. Et ça recense toutes les chansons qui mentionnent un lieu, ville, comté, État, diner, pizzeria douteuse de New York, tout. J'ai ce livre chez moi, il est hyper intéressant et savoureux. Mais cette semaine, le 23 octobre, je crois 23 octobre, oui. Vous sortez un nouveau livre sur, en effet, la route 66 en musique. Les 2 livres, toujours avec le même co-auteur, Julien Grosso. Et oui, mon camarade de voyage. Ce second ouvrage, il est vraiment plein de photos absolument magnifiques et donc, il suit cette route 66 depuis Chicago jusqu'à la Californie en racontant toutes les chansons relatives aux lieux traversés. C'est le même principe que le livre précédent. Alors c'est le même principe, des chansons qui mentionnent des lieux, mais cette fois-ci sous forme d'itinéraire. Ça c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que la dernière fois, le livre n'était pas illustré. Il y avait quelques cartes, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'était essentiellement du texte. Là, il y a du texte, mais il y a essentiellement des photos grand format. Le livre est assez imposant. Moi-même, j'étais assez surpris de la taille de la bête quand je l'ai vu pour la première fois. Et donc, c'est très illustré, c'est un grand format. Oui, je confirme. Le livre est vraiment extrêmement joli à regarder, à feuilleter. On voit plein de choses. On se balade dans les États-Unis. On va donc parler musique, mais politique aussi aujourd'hui. On va mêler les deux. Mais j'aurais envie, Laurie, de vous poser une première question. Cet intérêt musical, d'où vient-il ? Et surtout, est-ce que vous jouez d'un instrument ? Est-ce que vous jouez de la guitare, vous, par exemple ? Oui, je joue de la guitare, mais ce ne sera pas forcément en public. C'est-à-dire, je gratouille quand j'ai 5 minutes, mais guère plus. Julien aussi joue un petit peu de guitare, c'est aussi ce qui nous réunit. Alors, l'intérêt pour la musique, en fait, la musique, moi, je suis un peu né dedans, quoi. Dans les années 70-80, il y avait de la musique partout. Et puis, voilà, même mon père écoutait du rock, les Rolling Stones. Donc, j'ai toujours vécu dedans et vécu par la musique. Et là, ce que j'ai réussi à faire ces derniers temps, je suis dans un laboratoire de recherche qui est très axé sur l'histoire culturelle. Et ça m'a permis d'articuler à la fois mon travail de fond d'historien et de politiste et la culture populaire, la façon dont la culture populaire est un miroir des sociétés où il y a de l'histoire et de la politique. Et donc, c'est pas comme avant 2 champs séparés, c'est 2 champs qui se répondent. Et bien voilà ce qu'on va illustrer aujourd'hui avec cet épisode de New Deal. Commençons donc par l'histoire de cette route 66. Dites-nous tout simplement quand est-ce qu'elle a été créée. La route 66, elle va avoir 100 ans l'année prochaine. Il y a quelques centenaires l'année prochaine. Il y a la reine d'Angleterre, qui n'est plus avec nous, Marilyn Monroe qui n'est plus avec nous, Chuck Berry. Et la route 66. Donc 1926 a été une année assez faste aux États-Unis. C'est une période de prospérité. Les voitures sont de plus en plus présentes. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Des routes, des pistes, il y en a eu beaucoup au 19e siècle. Il fallait bien se rendre de X à Y. On traverse les États-Unis avec des covered wagons, les wagons bâchés, les chariots bâchés jusqu'en Oregon, en Californie, etc. Donc ça existe déjà. La route 66, c'est une route parmi d'autres qui n'est ni la plus longue, ni la première, ni la dernière. Elle fait près de 4000 km quand même, non ? Elle fait pas loin de 4000 km. Elle fait 3940 km, donc 2500 miles. Il y a plus long, il y a aussi plus court, mais elle devient particulièrement connue parce que, en réalité, elle commence avec une fibre économique. Il s'agit, comme au 19e siècle, de relier différentes villes pour faire du commerce et pour mettre ces villes davantage sur la carte. On parle de Tulsa et on parle de Saint-Louis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement quels États elle traverse ?
et point de départ, point d'arrivée. Il y a 2 points de départ et 2 points d'arrivée. On peut partir de Chicago et aller à Los Angeles. On peut partir de Los Angeles et aller à Chicago. Il n'y a pas de sens. Oui, généralement, on l'a fait de Chicago à Los Angeles parce que l'histoire américaine, d'une certaine manière, elle va vers la Californie, elle va vers le Pacifique et donc elle va vers Los Angeles. Donc c'est ce qui est le plus commun. Mais l'idée, c'est d'aller dans les deux sens. C'est de relier Saint-Louis à Chicago, mais Saint-Louis à Tulsa, Tulsa à Oklahoma City à Los Angeles. Donc c'est relier tous ces jalons le long d'un itinéraire qui permet de faire du business. Je rappelle pour les auditeurs qu'on part donc de Chicago dans l'Illinois et on va traverser sur cette route 66, route 66, le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma. On traverse le nord du Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et on arrive enfin en Californie et plus précisément même à Santa Monica. Je crois que le dernier panneau, enfin quand on vient de l'Est, est à Santa Monica. Oui, je disais qu'on peut la faire dans les deux sens, c'est vrai, mais à Chicago, on a begin, c'est-à-dire le début, et à Santa Monica, on a end of the trail, et pas l'inverse. Mais alors, par exemple, le Kansas, c'est rigolo parce qu'on traverse le Kansas sans s'en rendre compte. On traverse le Kansas sur, je crois que c'est 13 miles, ça doit faire 21 km. D'accord. Donc, c'est furtif. Alors, je crois qu'il y a un moment particulièrement poignant dans l'histoire de cette route 66, c'est les années 30. Alors, pas seulement la dépression, mais surtout le Dust Bowl, cette espèce de catastrophe écologique qui a jeté sur cette route beaucoup d'agriculteurs. Ouais, le Dust Bowl, c'est très américain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont s'installer en Oklahoma, les terres sont hyper fertiles, on mécanise l'agriculture pour augmenter les rendements. Et là, on est au 19e siècle. On est au début du 20e siècle, D'accord. C'est un peuplement qui est assez récent. Le peuplement de l'Oklahoma, c'est 1889, c'est un des États les plus tardifs, c'est un des dernières entrées dans l'Union au début du 20e siècle, et c'est hyper fertile. Mais avec la mécanisation, en fait, la surface du sol s'assèche, dès qu'il y a une tempête, et il y en a beaucoup, la surface du sol qui n'est plus que de la poussière, d'où Dust Bowl, dust c'est la poussière, tout s'en va. On a ces photos extrêmement impressionnantes de murs de poussière qui s'abattent sur les fermes, sur les champs des autres, et en fait, c'est des champs verticaux. Donc, c'est-à-dire que votre champ, il s'en va. Il va s'abattre sur le champ de quelqu'un d'autre. Donc en fait, plus personne n'a de champ, plus personne ne peut plus rien faire. Et donc aux États-Unis, quand on peut plus rien faire, on prend sa voiture, on se met sur la route et on va en Californie parce qu'on est persuadé qu'en Californie, on pourra trouver mieux. Eh bien, on va illustrer ce tragique épisode avec une chanson dont vous parlez dans votre livre. Oui, qui est une chanson de Steve Earle. Alors Steve Earle, c'est un artiste de country assez nouvelle, disons, un peu rugueuse, et la chanson s'appelle Leroy Dust Bowl Blues. Je crois qu'elle a été écrite bien après, en 1999, mais écoutez bien les paroles qui racontent ce qui s'est passé. Leroy was a farmer and an honest man. Would have lived in Oklahoma all his days. He just wanted left alone to work a piece of land. Hard wind come and blew his dreams away. So he headed for the west coast, thought he could not lose. Then rolling down the highway with the Dust Bowl Blues. Mais bon, pour en finir avec cette route 66, je crois qu'elle a été décommissionnée au final. On est en 2025, ça fait 40 ans de la fin de la route 66 en tant que telle. Elle est née, elle a vécu, elle a été remplacée, comme nos chaires nationales, par des autoroutes. Et ça entraîne des conséquences dans les villes qui ne sont plus traversées. Mais donc ça fait une quarantaine d'années qu'elle n'existe plus en tant que telle. Mais il y a eu un mouvement de patrimonialisation qui a suivi assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient c'est pas possible qu'elle disparaisse. C'est ce que John Steinbeck appelle la Mother Road. Et dans l'imaginaire américain, c'est à la suite de ce Dust Bowl, c'est un synonyme de recommencement. Il y a toujours une route quelque part, que ce soit le 66 ou une autre, où on peut prendre ses bagages et aller recommencer une nouvelle vie. Et donc la route 66, ça devient un symbole de cette espèce d'esprit américain, d'initiative, de résilience, et donc elle ne peut pas mourir. Et d'ailleurs, sur le trajet de l'ancienne route 66, il y a des panneaux qui disent « Historic Route 66 » pour signaler qu'on est à l'endroit où elle passait. Et il y a une sorte de célébration des vieilles stations essence, des motels ou un certain nombre de panneaux publicitaires qui sont encore entretenus le long de l'ancien trajet. On dit souvent que les États-Unis, il n'y a pas d'histoire, mais en fait, si. Et ce qui est assez intéressant avec la 66, c'est qu'elle n'a entre guillemets que 100 ans. Enfin, en France, en Europe, on a du patrimoine qui a des siècles, voire des millénaires. Elle n'a que 100 ans et pourtant, il y a des couches d'histoire. Il y a des endroits qui ne sont plus là. Il y a des endroits dont il reste quelques petits vestiges. Et puis, il y a eu des recyclages, des stations-service qui sont devenues des restaurants, des tas de choses comme ça. Il y a beaucoup d'architecture art déco, donc qui date des années 30. Et donc, quand la 66, en fait, est
un nouvel itinéraire. Il y a 2 66. Il y a la 66 dernière chance et recommencement. Ça, c'est celle du Dust Bowl. C'est plutôt les années 30. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on est plus dans une optique de tourisme. On n'est plus dans une route, disons, qui est un moyen plutôt qu'une fin. On est dans une route qui devient une fin en soi. Et c'est le début du road trip. Vous avez beaucoup parlé de cet épisode du Dust Bowl. Il se trouve peut-être par coïncidence qu'il y avait au même moment quasiment la Grande Dépression des anannées 30 et ensuite le New Deal de Roosevelt. Est-ce qu'il y a un lien avec cette Route 66 aussi ? Il y a un lien relativement ténu, c'est-à-dire que la catastrophe environnementale, elle se produit dans les années 30, mais ça n'a pas de lien avec la Grande Dépression financière et bancaire elle-même. Ça, c'est vraiment une coïncidence. Mais pour venir en aide aux fermiers en difficulté, le New Deal de Franklin Roosevelt apporte des compensations financières et ce genre d'aide. Donc il y a une aide du New Deal. Et il y a une aide du New Deal pour un certain nombre d'artistes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire dans les fermes de l'Oklahoma ? Eh bien, il y a des gens qui prennent des photos. Et cette fameuse photo qu'on appelle Migrant Mother, d'une femme qui a l'air très contrariée avec 2 enfants dans une tente en Californie, c'est pas une photo de la Grande Dépression. Et pourtant, c'est une des photos qui est le plus utilisée pour illustrer la Grande Dépression, alors qu'en fait, elle n'a pas de lien avec la Grande Dépression. C'est des réfugiés climatiques, comme on dirait maintenant, de l'Oklahoma, qui viennent se réfugier en Californie, qui sont très mal accueillis, qui sont dans des camps de travailleurs en toile, et donc qui ont un peu nulle part où aller. Et Dorothy Alling, elle vient prendre des photos pour documenter la pauvreté et l'aide du gouvernement, et elle est payée par le New Deal. Donc ça devient une photo de la Grande Dépression, mais un peu par la bande. Oui, donc on voit bien la connexion entre les deux événements autour de cette route 66 ou du trajet jusqu'en Californie en tout cas. Pour finir sur cette première partie un peu historique, pour poser cette route dans le panorama américain, on va écouter une chanson qui pour le coup est complètement patrimoniale, c'est Get Your Kicks on Route 66. Pas la version que vous avez pu entendre dans l'introduction, qui est l'une des versions originales de Chuck Berry en 1961. Là, on va écouter celle des Stones, qui en 1964 révolutionne déjà l'histoire du rock. Oui, parce que Chuck Berry reprend celle de Nat King Cole de 1946, qui est la version originale, mais celle de Chuck Berry, il n'est pas très enlevée. On a connu Chuck Berry plus en verve, plus électrique. Là, la version des Stones, elle montre vraiment ce que c'est que les Rolling Stones en 64. On met les doigts dans la prise et puis on y va à fond. Complètement. Alors Lauric, comme vous le savez, notre ADN dans New Deal, c'est vraiment de parler de la politique américaine. Et donc je voudrais maintenant qu'on évoque avec vous le climat, l'actualité politique des villes et des États traversés par cette route 66. On sait que le point de départ, Chicago, et le point d'arrivée, la Californie, sont des endroits quand même très démocrates. Mais entre les deux, j'ai quand même l'impression que c'est une autre affaire. Commençons par Chicago. C'est une des villes démocrates principales aux États-Unis et c'est un des ennemis de Trump au niveau symbolique à cause de sa population largement noire et du gouverneur de l'Illinois qui est un des ennemis de Trump. J.B. Pritzker, je crois. Oui, qui est milliardaire, qui a beaucoup d'argent, autant au moins que Trump, et qui le rappelle généralement, c'est Trump le déteste. Il pourrait être candidat au présidentiel de 2028, vous croyez ? Il y pense peut-être en se rasant, il est très présent et il sera probablement candidat à la candidature. Oui, aux primaires. Comme Gavin Newsom de Californie, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera à la fin, mais il fait partie des gens qui y pensent et qui se positionnent. Parlons un peu musique sur Chicago. Vous avez dit qu'il y avait une forte population africaine-américaine. Quand est-ce qu'elle est arrivée et qu'a-t-elle fait à la musique de cette région de l'Illinois ? Elle arrive dans toutes les grandes villes industrielles du Nord à partir de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la Grande Migration. Il y a beaucoup de Noirs du Sud qui fuient un climat, disons, un peu tendu, parce qu'il n'y a plus d'esclavage, mais il y a quand même un système économique d'exploitation qui leur est très défavorable. C'est la ségrégation. C'est la ségrégation, c'est ce qu'on appelle les lois Jim Crow. Et donc, au niveau économique, ils n'ont pas d'avenir. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est être un petit peu moins sous la férule des Blancs du Sud. Donc, ils vont dans le Nord, où ils ont tous des cousins, des voisins, des amis, etc.
et ils vont travailler dans ces grandes villes industrielles, Chicago, Détroit, Cleveland et d'autres. Et donc Chicago devient un aimant pour notamment les Noirs du Mississippi, parce qu'il y a des espèces de filières, hein. Et donc le blues du Mississippi du début du XXe siècle se retrouve transféré, bon an mal an, à Chicago, où il découvre les vertus de l'électricité. Ça devient le Chicago Blues, qui est du blues du Mississippi, mais passé par le 110 volts. Il y a aussi quand même une situation très difficile dans les ghettos noirs, et c'est ce qu'a chanté Elvis Presley. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Alors c'est une des chansons du retour d'Elvis. Elvis a fait beaucoup de retours, le retour du retour, et il n'a pas écrit de chansons, donc il se fait offrir des chansons. Celle-là, il la trouve particulièrement bien, et c'est la face un petit peu tragique de l'histoire de Chicago. C'est l'histoire d'une famille d'Africains-Américains avec une issue tragique, comme on le trouve souvent dans le ghetto, avec la violence armée et une espèce de déterminisme qui est tout sauf américain. Le rêve américain, c'est de s'extraire de sa condition, et le ghetto, c'est qu'on reste enfermé dans cette espèce de piège. Au sortir de cette grande ville, si on part vers l'ouest, on va rencontrer le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma et traverser le nord du Texas. Première question, Laurie, comment on peut appeler cette région? Est-ce qu'on est dans le Midwest ou est-ce qu'on peut parler de Heartland? C'est un terme qu'on croise aussi? C'est un peu les deux, c'est-à-dire que Midwest et Heartland, c'est un peu confondu. On parle aussi de flyover country, c'est-à-dire le pays au-dessus duquel on passe en avion sans s'y arrêter, avec un petit peu de mépris entre les grandes villes. Oui, mais ça, c'est un terme employé par les élites des côtes qui est très condescendant. Qui est extrêmement condescendant et qui est vécu comme tel par les populations qui sont là, qui détestent les élites côtières, démocrates généralement. Et donc on est dans un pays qui est beaucoup moins démocrate que les grandes villes. Donc entre Chicago et Los Angeles, effectivement, il y a le cœur rouge républicain de l'Amérique. Et bien justement, je voudrais qu'on écoute les paroles d'une chanson qui est dans la playlist de votre livre et qui s'appelle Ogie from Muskogee. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. 'Cause we like living right and being free. On n'a passé que le premier couplet, mais toute la chanson vaut son pesant de cacahuètes puisque c'est un conservateur qui parle, très clairement. En fait, il y a une ambiguïté. On ne sait pas si c'est lui qui parle ou si c'est son père qui le fait parler. Okie, c'est les émigrés de l'Oklahoma qui partent en Californie pour fuir le Dust Bowl. Et donc le Okie from Muskogee, en fait, c'est un réac des années 60 qui, en fait, explique qu'à Muskogee, Oklahoma, on n'est pas des hippies de San Francisco, on n'a pas les cheveux longs, on se lave et on a les cheveux courts et on va au Vietnam. Et on fume pas de marijuana. Voilà, et tout ce qu'on peut imaginer sur les hippies qui aiment pas la guerre et qui aiment pas le drapeau, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, ça devient l'hymne réac. Le chanteur, Merle Haggard, qui est une des stars de la country américaine, et il a toujours donné deux versions. Il a donné une première version qui était, oui, c'est un hymne conservateur, et il a donné une autre version qui était, non, c'est plutôt la voix de la génération de mon père. C'est intéressant parce que la chanson n'est plus forcément à la première personne. C'est-à-dire qu'il assume pas complètement. C'est-à-dire qu'il est très ambigu et que, bon, à la limite, pourquoi pas, ce qui est intéressant, c'est le propos. Et est-ce que cette chanson est utilisée aujourd'hui dans les meetings conservateurs? Est-ce qu'elle est reprise Elle a été beaucoup utilisée. Alors Trump, c'est marrant parce qu'il utilise beaucoup plus, il utilise certaines chansons country, mais il utilise surtout des chansons qui sont pas du tout estampillées conservateurs, à la fois les Rolling Stones ou YMCA ou ce genre de choses. Il aurait pu très bien utiliser ça parce que ça fait un petit peu populiste, c'est-à-dire l'Amérique oubliée, méprisée. C'est un peu l'hymne de la silent majority, c'est-à-dire ce que Nixon appelait la majorité silencieuse qui travaille et qui n'a pas le temps de manifester contre la guerre du Vietnam. Et donc cette chanson est devenue une espèce de point de ralliement pour cette Amérique silencieuse et vraiment une espèce de contrepoint à l'Amérique hippie qui était la plus représentée dans les chansons. Il n'y a pas que des conservateurs dans ces États du milieu, il y a aussi pas mal de réserves indiennes. Je voudrais qu'on écoute la chanson Oklahoma Hills, écrite par divers membres de la famille Guthrie. Way down yonder on the Indian Nation, riding my pony on the reservation in the Oklahoma Hills, where I was born. Way down yonder on the Indian Nation, cowboy's life is
my occupation in the Oklahoma hills where I was born. Oui, alors le patriarche, c'est Woody Guthrie, qui est en Très fait connu. le père spirituel de Bob Dylan et le grand-père spirituel de Bruce Springsteen. C'est vraiment la conscience de l'Amérique des années 40. Il fait tout un album sur les Dust Bowl Ballads, où il parle du Dust Bowl, justement. Lui, il est de l'Oklahoma et il va en Californie. Il fait aussi beaucoup de chansons à la gloire du New Deal sur les barrages hydroélectriques du Nord-Ouest, du Washington, etc. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement prolifique et qui célèbre sa région de naissance, qui sont les collines de l'Oklahoma. Avec pas mal d'Amérindiens. Avec pas mal d'Amérindiens, parce que c'est un des cœurs de l'Amérique en fait amérindienne, où les Amérindiens avaient été rejetés par-delà le Mississippi au 19e siècle. On leur avait donné ce territoire comme étant à eux et pas aux Blancs en fait. Et puis les Blancs se sont pointés et ont tout pris. Poursuivons notre chemin. On va ensuite traverser le Nouveau-Mexique et l'Arizona avant d'arriver en Californie. Alors là, il y a toujours des Amérindiens, il y a toujours plutôt des réactionnaires ou des progressistes ? Ça dépend. Et en fait, il y a un peu les deux. Mais c'est plutôt conservateur. Mais au Nouveau-Mexique, c'est un État démocrate. D'accord. Et l'Arizona bascule. Et c'est aussi, en tout cas dans notre imaginaire, le pays du Far West, du Wild West. Et dans votre playlist, il y a une chanson qui s'appelle Doolin Dalton des Eagles. Écoutons-en un petit morceau. They were Doolin Dalton, high or low, it was the same. Easy money, faithless women, red-eye whiskey for the pain. Alors, c'est une chanson des Eagles sur les bandits. Alors, il y a le gang Doolin Dalton, et les Dalton, c'est ceux qui ont donné leur nom très indirectement aux Dalton de Lucky Luke. Ça parle de Coffeyville dans le Kansas, qui est vraiment au milieu de nulle part, et ça raconte en fait la fin tragique de ces divers groupes de hors-la-loi qui finissent toujours par se faire attraper par le shérif et ses troupes. Donc ça finit toujours assez mal, et la chanson reflète un petit peu cette tragédie des gentils et des méchants, mais on ne sait plus trop qui est qui. Et maintenant, on arrive en Californie. Alors, Loïc, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation politique en Californie ? On sait que Gavin Newsom va peut-être se présenter. Kamala Harris, il en est également question. Commençons par Los Angeles. Est-ce que la garde nationale est toujours là aujourd'hui ? Elle est moins présente, mais elle est toujours là. Il y a toujours la question de savoir si elle a vraiment le droit d'être là. Et je crois que la Cour suprême doit se prononcer, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a un jugement en appel qui a dit que c'était illégal, donc il y a un nouvel appel vers la Cour suprême, donc on va en savoir un petit peu plus. Le problème de Gavin Newsom, c'est plus ou moins le même que celui de Kamala Harris. C'est pas seulement, alors Kamala Harris, elle avait aussi femme noire, mais ça c'est plus forcément le problème principal, mais c'est démocrate de San Francisco. Et ça, pour moi personnellement, c'est quelque chose qui est un no-no pour beaucoup d'Américains qui justement sont les Américains à gagner, parce que les villes américaines, Chicago, Los Angeles, ça votera démocrate à des grandes majorités. Ça, c'est pas le problème. Et alors, l'Oklahoma votera Trump ou républicain, tout ce qui est rouge, de toute façon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un San Francisco démocrate et à qui fait-il peur ? Le démocrate de San Francisco, c'est la quintessence, c'est la caricature du démocrate libéral, et donc pas gauchiste au sens antifa, mais véritablement donneur de leçons, et puis qui est déconnecté du réel. Un petit peu comme Nancy Pelosi. Nancy Pelosi était très populaire dans les rédactions, notamment françaises, mais en réalité, elle était assez détestée par les Américains, comme la plupart des autres politiques. Et le fait d'être de San Francisco et d'être démocrate, c'est bien quand on est en Californie, mais quand on aspire à autre chose, ça devient un handicap. Et Gavin Newsom, il a beau être gouverneur de Californie, pour Reagan, ça a été un avantage. Ça fait une expérience exécutive. Il est chef de l'exécutif d'un petit pays, ou d'un pays moyen de 40 millions d'habitants, qui est une des premières économies du monde. Donc oui, ça fait une belle expérience, ça fait une belle ligne sur le CV. Mais les gens des banlieues de Phoenix, par exemple, ils y voient un repoussoir. Quand vous avez dit libéral tout à l'heure, vous employiez ce mot dans quel sens ? À l'américaine, c'est-à-dire de gauche. Et Ouais. pas libéral au sens économique à la française, qui serait plutôt de centre droit.
Et donc, on leur reproche, par exemple, d'être responsable, même si c'est pas la responsabilité du gouverneur directement, mais par exemple de l'état désolant du centre-ville de San Francisco. De tout ce qui va mal en réalité, de tout l'argent mal investi, la gabegie, une trop forte tolérance pour l'immigration illégale, au mépris de la loi et l'ordre. Et donc, il y a beaucoup d'Américains... Et l'usage de drogue en ville, par exemple. Notamment, il y a des efforts à Los Angeles pour nettoyer un petit peu les centres-villes et notamment les campements de tentes. Il y a eu toute une politique jugée par certains démocrates comme réactionnaire. On est toujours le facho de l'autre. Et donc, il y a eu cette politique démocrate pour nettoyer les centres-villes de ces campements de tentes improvisés. C'est pas suffisant et ça reste toujours dans les représentations une espèce de caricature d'épouvantail gauchiste. Contrairement à d'autres candidats, par exemple, qui viennent de Pennsylvanie comme Josh Shapiro, du Kentucky comme Andy Beshear, qui eux viennent d'États qui sont beaucoup plus connectés au réel dans l'imaginaire des gens. Oui, donc il n'est pas certain que Gavin Newsom ou Kamala Harris puissent se défaire de cette image gauchiste déconnectée que leur collent les républicains. Et est-ce que vous diriez que la Californie va bien aujourd'hui, économiquement en tout cas? C'est difficile à dire parce qu'elle est portée par deux monstres qui sont l'industrie des médias plus que le cinéma. Donc ce qu'on appelle Hollywood, mais c'est beaucoup plus large, qui est un petit peu en crise quand même, et la Silicon Valley qui porte toujours l'innovation à l'américaine, mais n'a plus le monopole de l'innovation. Et donc, de ce point de vue-là, ça va, mais ça dépend, parce qu'il y a aussi l'IA qui perturbe énormément l'industrie de la création à Los Angeles, donc il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Il y a des pertes de population pour la première fois en Californie. La Californie est représentée par un représentant de moins, et donc c'est une première. Le prix de l'immobilier, notamment dans les grandes villes, est un repoussoir pour beaucoup de gens, et notamment de conservateurs qui vont dans l'Idaho, qui au Texas, qui en Arizona, parce qu'il y a des jobs et l'immobilier est 2 fois moins cher. Et la fiscalité est beaucoup plus légère dans ces États-là. Et bien oui, parce que c'est des conservateurs et eux, ils veulent aller dans des endroits qui sont conservateurs, où déjà ils ont moins l'impression d'être la brebis galeuse, et en plus, donc ils sont parmi les gens comme eux, et en plus au niveau fiscal, ils s'y retrouvent beaucoup plus. Mais est-ce qu'on peut dire en tout cas que la Californie fait toujours rêver? Ça dépend qui. Et c'est peut-être un petit peu un mythe écorné, notamment avec un certain nombre de sujets comme le pouvoir d'achat, la fiscalité, l'immobilier, et donc pas forcément autant que ça a été le cas, notamment dans les années d'après-guerre. Mais écoutez, on va quand même rêver en Californie pour terminer cet épisode, et je vous propose qu'on écoute cette autre chanson mythique, California Dreaming. Alors, on est à New York, il fait froid, on est en 63, c'est un des pires hivers du siècle, et donc les chanteurs rêvent de Californie. C'est une chanson qui a beaucoup de mal à démarrer dans les charts, parce qu'en fait, à Los Angeles, quand vous dites qu'il fait beau, les gens s'en foutent parce qu'ils le savent, et ça démarre parce qu'à Boston, on sait ce que c'est qu'un hiver rigoureux, et à Boston, on rêve de Californie, et la chanson décolle, et après un démarrage vraiment très poussif, ça devient une des plus grosses chansons des années 60. Des mamas et des papas, c'est ça? Mamas and the papas. Eh bien, merci Lauric pour ce voyage en musique. Je rappelle votre livre Rock and Road Trip, la route 66 en musique. Chez Hors Collection. Et aux auditeurs, je dis merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec Romain Dessalles. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.